Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Dans le même temps, la diversité des mouvements est en train d'exploser. Les luttes des sans-logis, des chômeurs, des handicapés apparaissent souvent relayées par des associations maintenant militantes. Les quartiers populaires marqués par l'immigration deviennent aussi des foyers de mobilisation, notamment contre le racisme. Des collectifs vont naître pour dénoncer les violences policières, les discriminations, la marginalisation. Vous aviez les syndicats, vous aviez les associations, apparaissent alors les collectifs. Le mouvement féministe, quant à lui, poursuit son combat bien sûr après la loi Veil. Les militantes réclament maintenant l'égalité réelle au travail, dans la famille, dans la sexualité, ce qui est logique tout ça. Les manifestations sont nombreuses, les débats passionnés, la société est en train de changer, parfois lentement, mais sous leur pression constante. À la fin des années 70 et au début des années 80, la France se découvre ainsi traversée par une mosaïque de luttes, vous l'avez compris. Chacun a ses acteurs, ses revendications, ses modes d'action. Certaines recourent à la rue, d'autres aux tribunaux, d'autres encore aux médias, mais toutes contribuent à élargir l'idée de ce que peut être un mouvement social. Ce foisonnement annonce un basculement majeur, la fin de la centralité ouvrière. Pendant un siècle, le mouvement social avait été dominé par, on l'a entendu, l'usine, la grève, le syndicat. Désormais, il est éclaté, diversité. Il est pluriel, si j'osais. Les ouvriers restent présents, mais aux côtés de les femmes, les jeunes, les paysans, les immigrés, les écologistes, les sans-logis, les minorités, tous prennent la parole. La rue ne parle plus d'une seule voix, désormais elle résonne d'une multitude de cris, parfois convergents, parfois discordants, au point qu'on pourrait se demander si diviser n'est pas fait pour mieux régner. Au début des années 80, la France connaît un véritable basculement, vous l'avez compris, les 30 Glorieuses appartiennent maintenant au passé, la crise pétrolière a ouvert une ère de ralentissement économique, mais c'est surtout la montée du chômage qui frappe les esprits. Vous avez des centaines de milliers d'emplois qui disparaissent, d'abord dans l'industrie puis dans d'autres secteurs. Les usines ferment, les bassins sidérurgiques et les miniers se vident, pour des générations entières d'ouvriers, c'est un véritable séisme. Le travail qui structure la vie et l'identité se dérobent. Dans ce contexte, les mouvements sociaux vont changer de visage. L'époque des grandes grèves victorieuses semble révolue. Les syndicats fragilisés par la désindustrialisation et la désyndicalisation peinent maintenant à mobiliser. Les adhésions reculent, les cortèges sont de moins en moins fournis, les ouvriers doutent maintenant de leur capacité à peser. Pourtant, les luttes ne disparaissent pas, elles se transforment, en fait elles se recomposent. Un symbole fort de cette période, c'est la lutte des sidérurgistes de Lorraine. Dans les années 70 déjà, vous aviez les aciéries qui souffraient de la concurrence mondiale. Mais entre 79 et 84, les fermetures s'accélèrent. Et vous avez des milliers d'emplois qui sont supprimés. Les ouvriers descendent massivement dans la rue, à Longwy, à Denain, à Florange. Petit coup d'œil, petit clin d'œil à un ami qui habite Florange. Les manifestations sont impressionnantes, parfois violentes. Les slogans crient la colère et la détresse. « On ne brade pas l'acier », disent-ils. Mais rien n'y fait. L'État, pourtant dirigé par la gauche au pouvoir, en tout cas c'est ce que beaucoup croient, en 80 avec François Mitterrand, choisit d'accompagner les restructurations plutôt que de les arrêter. Pour beaucoup, c'est une véritable trahison. La sidérurgie devient le symbole d'un monde ouvrier littéralement sacrifié. Un autre épisode tout aussi marquant, c'est l'affaire LIP. À Besançon, en 1973, les ouvriers d'une usine d'horlogerie avaient déjà surpris la France en occupant l'usine et en relançant la production eux-mêmes sous un slogan devenu mythique « On fabrique, on vend, on se paie ». Dans les années 80, l'usine LIP vit ces derniers soubresauts. Les travailleurs continuent de résister, mais l'entreprise est finalement démantelée. LIP devient un mythe, l'exemple d'un combat ouvrier à la fois perdu et victorieux dans les mémoires. Perdu sur le plan économique, mais victorieux dans sa portée symbolique et politique. Ces luttes traduisent une mutation profonde. La centralité ouvrière recule. Les grandes grèves ne disparaissent pas, mais elles apparaissent plus souvent comme des combats défensifs, des baroudes d'honneur, si vous voulez, plus que comme des offensives capables d'arracher des victoires durables. Donc vous voyez, l'horizon a changé. Il ne s'agit plus de conquérir, mais de sauver tout simplement ce qui peut l'être.
Dans le même temps, d'autres mobilisations vont émerger. Les années 80 voient l'essor des mouvements urbains, en particulier dans les banlieues marquées par l'immigration et le chômage. Les émeutes de Vaux-en-Velin en 81, des Minguettes en 83, expriment une colère sociale et identitaire. Le mouvement Beur naît de cette effervescence, avec notamment la marche pour l'égalité et contre le racisme de 83, partie de Marseille pour rejoindre Paris. Des milliers de jeunes issus de l'immigration réclament la dignité, l'égalité, la reconnaissance. C'est pas une grève d'usine, vous voyez, c'est pas une manifestation syndicale, c'est une nouvelle forme de mobilisation qui exprime les fractures d'une société véritablement en mutation. Donc vous voyez, les années 80, c'est une période de désaffiliation et de recomposition. Désaffiliation parce que les formes traditionnelles du mouvement social, syndicats, grandes grèves ouvrières, perdent de leur force, on n'en voit plus beaucoup. Recomposition parce que de nouveaux acteurs, de nouvelles causes émergent, les jeunes de banlieue, les luttes contre le racisme, les combats des femmes et des minorités, l'écologie, etc. La France découvre que le mouvement social n'est pas condamné à disparaître avec la désindustrialisation, mais qu'il peut se transformer pour refléter les nouvelles fractures de la société. Les années 90 prolongent et accentuent les bouleversements entamés dans la décennie précédente. La désindustrialisation s'accélère, le chômage devient structurel, la précarité gagne du terrain, notamment chez les jeunes et les travailleurs peu qualifiés. Moi, je me souviens alors je l'ai pas vécu, mais je l'ai vu à la télé. J'ai vu dans des documentaires. Je me souviens du président de la République, Pompidou, qui était un petit peu angoissé parce qu'il y avait, je crois, 3000 chômeurs en France. Vous imaginez un peu 3000 chômeurs en France, donc ça fait drôle. À ce moment-là, c'est l'explosion réelle du chômage. Les syndicats peinent maintenant à recruter, la confiance s'effrite totalement. Pourtant, la décennie n'est pas une décennie de silence total, elle est au contraire marquée par de grandes mobilisations, avec encore des formes nouvelles, parfois inattendues. Le moment le plus spectaculaire que j'ai vécu, et que pour certains beaucoup chez vous, vous avez vécu aussi, c'est celui des grèves de novembre-décembre 1995. Et tout commence avec le plan Juppé, destiné à réformer la sécurité sociale. Jacques Chirac est président de la République à ce moment-là. Les retraites des fonctionnaires également, donc sécurité sociale et retraite des fonctionnaires. Ça, c'est le projet, c'est le plan Juppé. Et rapidement, les cheminots entrent en grève, et puis suivis par les enseignants, les agents des postes, les fonctionnaires les rejoignent. En quelques jours, le pays est littéralement paralysé. Les trains ne roulent plus, les métros s'arrêtent, les rues se remplissent de cortèges immenses. La grève dure 3 semaines, soutenue par une large partie de la population. En plus, c'est ça qui est fort. L'hiver était très froid, il neigeait. Vous avez des millions de Français qui donc descendent dans la rue pour défendre un modèle social estimé menacé. Finalement, le gouvernement recule et retire son projet. Moi, je me souviens avoir été obligé à ce moment-là. J'étais en voiture, obligé de prendre la voiture, et je suis resté devant le Louvre pendant 2h30. Il commençait à neiger, mais devant le Louvre, on ne pouvait plus avancer. Il n'y avait plus rien. 2h30 à une époque où vous n'avez pas de portable, il n'y a rien, vous pouvez prévenir personne, vous êtes là. C'était une horreur totale. Les entreprises étaient en train de crever parce qu'elles ne recevaient plus les courriers, les chèques, etc. Enfin, c'était épouvantable, c'était un moment extrêmement important. Et donc ces grèves de 95 marquent un tournant. Elles montrent que même affaiblis, les syndicats peuvent encore mobiliser massivement quand ils touchent à des acquis fondamentaux. Elles raniment en fait, là c'est assez étonnant, elles raniment la mémoire des grandes luttes du passé et redonnent confiance à une partie du mouvement social. Mais elles ne masquent pas les difficultés de fond. En dehors de ces moments exceptionnels, les syndicats peinent toujours à maintenir un rapport de force durable. Parallèlement, d'autres mobilisations surgissent, portées par des acteurs nouveaux. Ce sont les luttes des sans, ce qu'on appelle les sans. Les années 90 voient apparaître des collectifs de sans-papiers. Alors les sans-papiers, les sans-logis, etc., vous avez compris. Les sans-papiers réclament le droit de rester, de travailler légalement en France. En 96, vous avez l'occupation de l'église Saint-Bernard à Paris par plusieurs centaines de sans-papiers qui attirent l'attention nationale. Vous avez même des comédiens, des comédiennes qui viennent là. Donc l'opinion publique prise à partie, les images de l'évacuation par la police vont choquer cette fameuse opinion. Le mouvement soutenu par des associations, des intellectuels, des artistes, met en lumière la précarité, l'injustice vécue par des milliers d'étrangers installés en France.
Dans le même esprit, vous avez d'autres collectifs, je vous disais, des sans-logis qui se multiplient. L'association Droit au logement, le DAL, fondée en 90, organise des occupations d'immeubles vides pour reloger des familles. Les médias vont relayer ces actions spectaculaires. Il faudrait s'occuper un jour des médias en termes de sujet. Ce serait un sujet intéressant aussi, l'impact des médias sur les mouvements sociaux ou sur le social et sur la vie politique en France. Ça peut être intéressant aussi. Les médias, comme je disais, qui vont relayer ces actions, qui révèlent une crise du logement grandissante. C'était déjà le cas avec l'hiver 54, vous savez, et l'abbé Pierre. Mais là, à ce moment-là, c'est quelque chose qui éclate aussi aux yeux de tous. Le mot « sans » devient un symbole, une identité collective qui rassemble au-delà des catégories traditionnelles. Donc encore une fois, sans papier, sans logis, sans emploi, sans... Voilà. Ces mobilisations portées souvent par des associations plus que par les syndicats, là encore, donnent un nouveau visage au mouvement social. Les années 90 sont aussi marquées par l'émergence de l'altermondialisme contre la mondialisation libérale. Des collectifs, encore une fois, se forment, dénonçant les inégalités, les dérives financières, la destruction des services publics. Les manifestations de Seattle en 99 contre l'Organisation mondiale du commerce résonnent jusque dans les rues de Paris. Des associations comme Attac, créée en 98, popularisent la critique de la finance mondiale et des politiques néolibérales. C'est une autre dimension qui est en train de s'ouvrir. Le mouvement social français est en train de se connecter à une dynamique globale, transnationale. En somme, les années 90 apparaissent comme une décennie de recomposition. Les grandes grèves ouvrières ne disparaissent pas, mais elles ne suffisent plus à incarner l'ensemble des colères. Les sans, les immigrés, les chômeurs, les précaires, les militants altermondialistes deviennent des figures centrales. La rue ne parle plus seulement au nom des ouvriers, maintenant elle exprime désormais une pluralité de voix très nombreuse. Chacun porte un fragment de la société, tout le monde descend dans la rue. Ce mouvement annonce les combats du XXIe siècle parce que, à travers ces mobilisations, une idée se forge. La France n'est plus seulement traversée par les luttes des classes traditionnelles, mais par une multitude de fractures sociales, identitaires, culturelles, environnementales, j'allais dire presque linguistiques, etc., religieuses, etc., qui redéfinissent sans cesse les contours du mouvement social. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.